On peut avoir le maillot du supporter à 1000 francs et ne pas perdre. Si vous regardez le maillot à 52 000, combien nous sommes à Noël-ci là où les deuxièmes tranches aux enfants sont dehors là. Nous aurions voulu que moi, avec 200 millions, voici ce que j'ai fait. L'encadrement de l'équipe nationale du Cameroun doit être rigoureux pour tous. Il n'y a pas les amis des journalistes, il n'y a pas les amis des joueurs. Parfois, c'est à tête chercheuse que les transferts se font. Il faut le dire. Si vous n'avez pas le bon tuyau. On marche sur la capitale, l'édition de ce vendredi. C'est la dernière de cette semaine. Et puis, ce week-end, on connaîtra le début de la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Ah là là, ça se prépare bien. Moi, j'ai aimé les images, on va dire, de la préparation du Sénégal, des au revoir avec le président, le premier ministre, et ainsi de suite. Ça nous a un peu manqué cette fois-ci, cette communion avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais le 18 janvier, on viendra comme en 2002. Avec le trophée. Bien sûr. En 2002. En 2002, on était venu avec le trophée du Mali. D'accord. Et on a eu une belle communion. À l'époque, on était encore élève au lycée, je crois qu'on devait être en 4e. Et c'était le 11 février, on l'a célébré le 11 février au boulevard du Vême avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Mali 2002. Ouais, ils sont donc, voilà, donc on peut. Il y a certains joueurs comme Rigobert, les Bill Chateau, qui sont arrivés avec les godasses aux pieds. Parce que ils sont sortis du stade, ils sont directement entrés à l'aéroport. C'est généralement comme ça, Directement. Donc il n'y a jamais, et on peut rééditer le même exploit aujourd'hui. Et la victoire sera de temps plus succulente que c'est le coach national qui est sur le banc de touche. J'ai aimé une chose, on a 24 équipes, on a coupé l'emploi en deux. On a 12 Africains et 12 expatriés. Donc maintenant, ça va aussi être la canne des entraîneurs. Qui des expatriés ou des locaux va remporter? Parce qu'en 2023, Mesfaye a remporté en tant que local. Mais est-ce que l'exploit sera réédité en 2025? Avance le Sénégal. Il faut dire avant le Sénégal avec Aliou Cissé. Voilà. Voilà. Dans tous les cas, mais ça nous a manqué, ce départ, cette communion. Les joueurs sont arrivés, chacun venant de sa direction, directement pour le Maroc. On n'a pas eu les belles tenues. Est-ce que Dabo est encore habilleur? Dabo encore là? Ça change tellement vite. J'ai vu le chausseur Jespomi, mais c'est pas pour ce qui est de Dabo. Jespomi, c'est le chausseur des Lions, les tennis avec des bandes vert ou jaune. Je crois que c'est une entrepreneur camerounaise qui a cette entreprise. Non, Robert Olivier, je ne sais pas pourquoi tu veux éluder la question et la préoccupation. Je n'ai pas éludé la question. Il a failli m'avoir. Il est en train de mettre sur la table la problématique de la concorde et de la cohésion populaire et institutionnelle autour des Lions et notamment. Oui. Si on a tous les signes, on a enseigné au conseil régional tout à l'heure. Il prend un cas pratique. Au Sénégal, l'État a couvert de d'onction et de bénédiction ces challengers. Le peuple ou bien l'État? L'État, c'est l'ensemble. L'État, c'est également le peuple. C'est-à-dire, il y a d'abord une séance d'imbrication harmonieuse entre l'équipe et le peuple. Et il y a... Or, ici, ça se passe exactement comme chez nous. Tu sais, moi, j'ai grandi au village. Quand tu partais en vacances, tu partais saluer les autres mamans. Maman, je parle de, tu pars déjà, ouais, viens prendre. On prend un bâton de manioc, on prend un paquet de mion d'eau, on te donne. On gratifiait surtout les enfants. On te prend la main, il y a on te prend la main, tu pars là-bas, oui. Soit là-bas, oui, tu étais l'enfant, quand tu partais dire au revoir. Mais c'était les enfants polis, rangés, qui bénéficiaient de ce type d'attention. Les turbulents et les délinquants partaient et c'était de façon quasiment froide. Est-ce qu'on ne peut pas faire cette transposition sur le cas pratique au Cameroun? C'est-à-dire qu'on a vu un enfant malséant et malveillant envers son papa. Et les autres parents du village se sont dit, qu'il aille alors, on verra bien. Dans tous les cas, j'espère que vous avez pris la pleine mesure du poids de vos responsabilités. C'est le cas. Cette équipe est entre vos mains. Les réussites et les succès de cette équipe seront majoritairement fonction de la façon dont vous l'aurez structuré. Mais déjà, je constate qu'il y a une fissure affective
autour de notre équipe, marqué par l'exclusion de ceux qui jusqu'alors n'ont pas prêché l'évangile, de ceux qui trustent à la tête de la Fédération camerounaise de football. J'espère vivement que, en essayant de rogner le capital sympathie autour des Lions, vous êtes en train de comprendre que vous frustrez certains. Dans l'un ou l'autre cas, les journalistes sportifs, les commentateurs, les analystes, tous doivent s'unir autour de notre équipe. Alors, cette unité-là, on a vu quand même que Denis Onana et les autres se battent pour installer un village des Lions du côté de Sonali central. Là, il y a le monument. C'est une vieille tradition. Une vieille tradition. Heureusement qu'ils ont commencé à la remettre. Collectif des anciens Lions indomptables football. Du jour. Ce calife-là qui n'est pas très reconnu. Certains qui ont oublié que nous sommes un pays où adhérer à une association est libre, mais on veut décider de qui est dans une association ou qui ne l'est pas. Le calife a toujours eu organisé ce village des Lions. Il y aura une sorte de petite foire, des écrans géants, animation culturelle et musicale et autres autour de cet événement-là. Ce qu'on voit de moins en moins, c'est fan zone. On voit de moins en moins les fan zones, on voit de moins en moins les maillots, les petits drapeaux dans les taxis, sur les véhicules, sur les motos. Il faut bien qu'on reprenne ces bonnes habitudes-là pour soutenir l'équipe nationale du Cameroun. On voit plus le Real et Barcelone dans les rues. J'ai vu au matin, quand je venais, au moins 5 filles. Elles avaient tout le maillot du Real de Madrid. J'ai dit, mais vous ne savez pas que les Lions jouent dans quelques jours? Laissez-nous un peu votre affaire là. Comment est-ce qu'on on est arrivé à ce niveau-là? C'est vrai, le maillot coûte cher. Les maillots qu'on nous a présentés là coûtent cher. Même votre costume coûte cher. C'est mon costume, ce n'est pas le costume du drapeau national. Quand on veut la qualité, on dépense. Je refuse cette transposition. C'est quand même terrible. Le costume est un choix libre, fonction de ses goûts. Oui. Et c'est individuel. Ça, c'est une personne. On devrait vendre ce maillot à 2000 francs. Écoutez, mais on peut bien vendre le maillot. Pourquoi pas à 2000 francs, même à 1000 francs. Et on va rentrer dans les frais. Vous partez faire des négociations par tes systèmes. Pourquoi votre équipementier, là où il parle de tirer, en Chine ou en Turquie, on peut avoir le maillot du supporter à 1000 francs et ne pas perdre. Il faut vendre 20 millions. Vous pouvez vendre 20 millions et ne pas perdre. Il faut miser sur le grand nombre à petit prix. Si vous voyez le maillot à 52 000, combien nous sommes à Noël-ci là, où les deuxièmes tranches aux enfants sont dehors là. On fait comment pour acheter un maillot du non, tirez en grand nombre et vous vendez plus et vous avez plus de bénéfices. Il faut parler à Harvard pour le savoir aussi. Mais si le maillot est rare, vous avez vu le dernier match de Lyon au stade? On voyait plus de maillots du Real de Barcelone. Oui. Que l'équipe nationale. Alors que les autres fabriquent les t-shirts comme on a l'habitude de le faire. Allez les Lions. On a vu le groupe Saint-Christophe donner les t-shirts dans la Coupe du Cameroun. Non, on peut également offrir. On fait un clin d'œil à la. Non, c'est pas ce genre de doléance. C'est pas le genre de doléance. Il y a d'autres doléances que nous pourrons converger à l'endroit de l'ADG. Un peu comme le poulet. Voilà, on peut parler d'autres choses. Les maillots là, c'est déjà bien, on peut féliciter. Mais nous sommes en période sensible et connaissant la générosité légendaire, quasi maladive, quasi divine, céleste de monsieur l'ADG et du PDG. Il va de soi que ces hautes personnalités qui nous ont toujours considérés comme leur bébé privilégié ne sauront nous laisser sortir de ce studio sans avoir passé un coup de fil direct. Alors je tiens mes téléphones à monsieur le directeur Jean Jarcé. D'accord, ça peut venir du PCA, ça peut venir de la. Il a cité les deux personnes. PCA, ADG, l'ADG et le PDG. Oui. Ils ont tous mes numéros. Monsieur le PDG, ils ont vos numéros. Et je vais profiter de l'occasion justement pour couvrir de fleurs l'initiative de monsieur le PDG à la faveur de ce grand événement sportif qui a eu lieu dimanche. La finale de la Coupe du Cameroun. Vous savez, d'abord c'est un élan de solidarité et une pleine adhésion aussi bien à sa communauté qu'à la cause sportive de ce pays. Voilà un Camerounais qui est en train de se cheminer sur la voie du sport en général et du football en particulier. Il a pris sur lui de mobiliser des supporters et de les vêtir. Je ne veux pas dire ici à ses frais, mais je me limite ici à l'action qui a été posée. Alors, cette générosité, cet élan de cœur, de solidarité, cette manifestation d'amour, d'affection, est également la preuve
qu'il peut être aussi regardant à l'endroit de ses collaborateurs que nous sommes. Oh, la chute là. Cette chute. Belle exposé. Monsieur l'ADG, monsieur le PDG, Vous avez suivi la chute. les bébés privilégiés de Capital SFM ont les yeux rivés vers vous. Tic-tac, tic-tac. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, il n'y a pas eu de blé fermé. Ça devait être directement. Non, les téléphones sont ouverts. Un tingling peut tingling à tout moment. À tout moment. Voilà. Finalement, le dos ne veut pas arriver à cette douceur. Qu'est-ce qui... Non, il va arriver, même si l'émission est finie. L'édition d'En Marche sur la capitale, la dernière de la semaine. Nous sommes vendredi 19 décembre 2025. Et comme les vendredis, tout est finalement permis sur les antennes. Vos contributions, vos apports, vos appels sont attendus en toute décontraction, mesdames et messieurs. C'est également jour de remise de bulletins dans la plupart des établissements scolaires, du secondaire, du primaire, même si on a commencé pratiquement depuis hier, et qui a toujours cette question sur comment occuper nos enfants pendant cette période de trêve scolaire. Certains parents ont pensé à organiser les cours de remise à niveau, les cours de répétition, envoyer les enfants à gauche et à droite. Il y a pratiquement un débat là-dessus. Comment gérer cette période? Est-ce qu'il faut laisser les enfants entièrement consommer cette période de congé, ou alors il faut penser les renvoyer à l'école pour qu'à la rentrée du second trimestre, ils puissent être à niveau, comme le disent certains parents. Il y a encore ces grincements dedans. Beaucoup d'enfants n'auront pas leur bulletin de fin de trimestre. Les difficultés de règlement des deuxièmes tranches pour ce qui est des établissements privés, pour ce qui est du secondaire également. Même si dans le public, il y a également quelques problèmes de ce côté. On dit que l'enseignement primaire public est gratuit au Cameroun, mais on a l'impression justement qu'il y a quelques poches qui ont été créées pour que les gens finissent par dépenser, et ceux qui n'ont pas réussi à relever ce défi vont voir les enfants rentrer à la maison sans leur carnet de notes. Il faudra payer pour avoir accès à ces différents carnets de notes. Là, la fin du trimestre est bien entendu douloureuse pour beaucoup de parents. Mais pour la politique, le sujet évoqué depuis lundi, c'est donc définitivement clos pour ce qui est des élections des bureaux exécutifs des conseils régionaux. Les 10 présidents des conseils régionaux sont connus. Hier encore, on observait qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes. Et la question fondamentale qu'on a laissée en suspens hier, est-ce que les jeunes eux-mêmes sont demandeurs? Est-ce que les jeunes eux-mêmes ont marqué leur volonté? Se sont-ils organisés pour prendre la relève? Doivent-ils attendre simplement les enveloppes kaki qui viennent d'étudier? Et lorsqu'il n'y a pas leur don, ils disent que le président de la République les a dribblés parce qu'il a promis le 6 novembre dernier consacrer ce septennat aux jeunes et à la femme. Ce qui n'a pas été le cas avec les élections des présidents des conseils régionaux. Se trompent-ils d'approche, les jeunes? On en parle depuis hier, et ces conseils régionaux qui repartent aujourd'hui, renouvellement pratiquement à 80%, des gens qui ont tous déclaré qu'ils avaient des difficultés pour la première mandature parce que tout n'était pas bien organisé. Il fallait des infrastructures, il fallait mettre en place la structure, il fallait des organigrammes, il fallait recruter, il fallait trouver des logements, il fallait louer à gauche et à droite, il fallait attendre les transferts de quelques moyens de l'État. Et donc, ils n'ont pas bien travaillé et ils ont appelé aux circonstances atténuantes. Est-ce que les marcheurs peuvent accorder des circonstances atténuantes aux conseils régionaux après la première mandature? Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que les actes, les actions, les bilans ne soient pas très visibles? Est-ce qu'ils bénéficient en tout cas? Pour moi, la campagne va être chaude. Bravo, Jean-Jacques. Bravo, Jean-Jacques. Non, mais oubliez, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour à votre Mbobo pour son brillant plaidoyer. Bonjour, Girofa, le porte-étendard du Mongo. C'était vraiment aussi des grillés exposés tout à l'heure. Bonjour à ces millions d'auditeurs et même des téléauditeurs qui nous regardent et nous écoutent ce matin. Jean-Jacques, vous avez le bonjour d'un jeune conducteur de taxi, Nasser, qui nous a conduit jusqu'ici ce matin. Il dit qu'il ne manque pas vos émissions. Il ne manque pas vos émissions. Il s'appelle Nasser. Il est maintenant en route pour Nkwaban. Il ne rate pas vos émissions. À chaque fois, il a déjà l'heure et la fréquence calée dans sa tête. Dès qu'il est 9h30, il se connecte Capital FM. Donc il a notre bonjour. Et quand vous êtes à bord de son véhicule, vous devez suivre Capital FM.
Merci beaucoup, Nasser. Monsieur, bonjour. Le micro de Monsieur Mbea est trop bas. Voilà, il faut relever cela. Il y a les anti pour moi ici. Facebook. Il faut que Pouma écoute. Mais Jean-Jacques, la problématique que mon livre sur ce plateau nous annonce déjà les couleurs de ce que seront les législatives municipales en 2026. Vous avez vu la bravoure d'Éric Gervendo dans le sud l'autre jour. Il a dit vote plus fermé, là c'est au sol. Et il est allé à l'élection, il a remporté. Donc, tout ce nous devons davantage dire aux jeunes aujourd'hui de se mobiliser comme cela. Je me rappelle que pour être député au Cameroun, il faut avoir l'âge de 23 ans, révolu à la date de l'élection. Voilà, donc à 23 ans, tout est possible. La caution pour être conseiller municipal, c'est 50 000. Voilà. Pour être député, c'est 1 million. Comme c'est vendredi, oui, quand c'est vendredi aujourd'hui, les gens offrent les bassines de bière et autres. Mais ils peuvent mobiliser cet argent pour briguer les postes électifs. Voilà. Ils peuvent se priver d'une cuvette pour aller payer la caution. Mais il y a la discipline du parti. Ce n'est pas parce que Ndoa dit que c'est au sol que ça devienne une règle. Ce n'est pas fondamentalement une règle. Il y a la discipline du parti, mais on ne doit pas éternellement nous imposer des gens qui ne portent pas nos aspirations. Je ne vous casse pas le sang du poil. Chaque année, depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui, vous offrez les cérémonies de Noël. Pas parce que vous briguez un mandat électif. Vous organisez les championnats de vacances, vous distribuez les maillots, et ainsi de suite. Donc, et à chaque fois, on vous a vu, vous avez imposé même Doumentan dans la conscience collective. Ah ouais. Même les personnalités citent Doumentan dans leurs discours. Donc, voilà que si aujourd'hui vous voulez briguer un poste de maire, les gens vont se reconnaître en vous. Mais si quelqu'un qui est de Doumentan, qui est né peut-être à Moutouroua, et veut briguer, il ne connaît même pas les limites de l'arrondissement de Doumentan, Engelmendouka et autres, parce que son nom est venu le plus fermé, on aura le comportement affiché par Mme Kachimeba et Éric Gervendo dans le sud. Donc on n'incite pas les gens à l'indiscipline. Mais il faudrait que la discipline du parti fasse corps avec les aspirations du peuple profond. Parce que le peuple profond veut se reconnaître à travers un individu. Jean-Jacques, vous avez vu, je ne fais pas sa campagne, mais là on dit à un journaliste, les faits sont sacrés. Vous avez vu à Biémassi, à côté de la banque, là il y avait un tas de problèmes à l'époque. Le maire de la localité, Jean Yoki, on n'en a pour ne pas nommer, vient d'aménager un site qui sera ouvert dès demain et qui sera attractif pour les jeunes enfants. Avec la clôture rouge là? Oui. Ah d'accord. Avec des jeux pour enfants et ainsi de suite. Donc, c'est la clôture. On n'a pas d'espace. On n'a pas de poubelle. En fait. Justement, une poubelle. C'est bon cet endroit. Et il a aménagé les... Vers le rond-point express. Justement, vers le rond-point express. Lorsqu'on vient Et ouais, que tous les parents que nous sommes à Yaoundé 6 auront, comme demain, mon deuxième fils a son anniversaire, on peut l'amener là-bas pour la campagne de Yopi. Non, je ne veux pas sa campagne, Jean-Jacques. Mais j'ai dit, quand quelqu'un pose un acte... la route de Supérette. Ça arrive. Ça arrive quand ils sont allés vers la campagne pour Yoki. Il y avait les tanks. Permettez-moi de parler de ce qui est bien. On a célébré le bitumage de Supérette. Ça arrive. Ça va arriver quand? Nous, au niveau de Biémassi jusqu'à GP Mélène, ça circule déjà normalement. Donc, pour voir arriver GP Mélène circule déjà. Ça circule normalement. C'est une info. Oui, ça circule normalement, Jean-Jacques. Vous pouvez faire à partir de Bonanjo jusqu'à l'Emia, même vous pouvez faire du 100 à l'heure. Mais quel Emia? Je parle de le carrefour Emia. 100 à l'heure. D'accord, on a quand même fait les efforts. On fait les efforts. Quand il y a les efforts, il faut reconnaître. Mais je parlais plus. Je vous rappelle d'abord qu'il y a un chantier au niveau de l'école de Polytech. Il y a un chantier là qui n'est fini pas. Les 2 jours d'absence de ici. Voilà le résultat. Non, je parle des faits. Quand il y a quand même un semblant, parce qu'on dit souvent que le journaliste s'intéresse au train. On s'intéresse au train qui n'arrive pas à l'heure, mais quand le train arrive, quand une pluie tombe comme dans un désert, il faut en faire cas. Quand les cheveux poussent un peu. Non, ça ne poussera plus jamais sur la terre de Norbert. Mais je dis, on nous a épargné désormais la poubelle au niveau de Rond-Point Express. C'est devenu un même la poubelle qui était cassée, on l'a déjà ramassée. Donc Jacques, il y a quand même un semblant, il faut saluer avec... Mais attend son bitume. Voilà, c'est votre plaidoyer aussi.
d'embouteillage du côté de Chapelle-Pécassé. Parce qu'il y a un chantier de ce côté-là. Les gens veulent passer par Supérette. Ça a été promis, ça n'a pas été fait. Il y a encore les tas de gravier, de sable. Il faut filer entre cela, mais que ce soit fait. Comme Norbert nous rassure que ce sera fait du côté de Supérette. Merci, monsieur le maire. J'ai de bonnes raisons parce que je suis le voisin de Pimacho, qui est un natif de là aussi. Ouais, donc tout ce qu'on disait aujourd'hui. Voisin, c'est vendredi. Le voisin a bien travaillé. Louis David Lomé, bonjour. Jean-Jacques, bonjour. C'est vraiment monté dans ce studio. C'est monté. C'est vendredi. Bonjour Jean-Jacques Béat, bonjour à Norbert Olivier Boudi. Salutations respectueuses à tous ces milliers de Camerounais qui nous écoutent avec attention et sympathie ce matin. Alors, Jean-Jacques, dans la veine de ce qui s'est dit ici, c'est vrai que je ne vais pas m'attarder sur le volet politique, sous l'angle électif, mais je veux parler de quelques actualités. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Et de plus en plus, la ville de Ndoumentan, bon, devrais-je parler de ville ou village? La ville. La ville, bon, parce que c'est quand même un petit hameau, là, quelques 17-18. Bon, c'est même ville, c'est un abus. Oui, parce qu'à la vérité, Ndoumentan, c'est une école primaire de 4, 5, quelques maisons, autour de 17 maisons. Non. Ndoumentan est bien plus que cela. Bon, mais ce n'est pas encore une ville à proprement parler. Voilà. Bon, disons que Ndoumentan est en passe de devenir le havre de l'idéologie nouvelle qui va irriguer le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le porte-étendard, le ministre magistrat hors échelle, Ange Michel Angouin, à travers ses sorties régulières, essaye de tracer une nouvelle voie qui pourrait être celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vu sous le prisme d'un progressisme. Parce qu'à la vérité, il essaie d'inviter ses camarades et les hiérarques de sa formation à se départir de ses attitudes vilaines, de ses réflexes rétrogrades et de se mettre résolument sur le chemin du changement. Alors, lorsque je le lis assez souvent, je me demande si des élites aussi fortes que Jean-Jacques Zé pourront s'inscrire dans ce sillage. Parce qu'il faut le dire ici, Ndoumentan risque de se positionner comme le phare de la mutation opérée au sein de la formation. Alors ce n'est pas pour dire que c'est un fils de Ndoumentan qui a posé sa candidature au conseil régional. Non, bien évidemment. Mais c'est d'abord ça l'information. Oui. N'Tchana Jonathan qui a défié le président Ouaman est de Ndoumentan. Ah, il est de Ndoumentan. Il est exactement du même village que moi. Oui. D'ailleurs, on a rendez-vous tout à l'heure à midi pour faire le point. Non, mais vous voyez donc cette similitude. Ils sont, un esprit nouveau, mais ce sont de têtes fortes. Ouais. De têtes fortes. Qui font désormais jurisprudence. Oui, et qui ne se laissent pas embarquer dans l'ordre établi au sens des idées prêtes à penser qui sont déjà construites. Donc je tenais à saluer cette nouvelle mouvance en termes de pensée, en termes de réflexe, en termes d'orientation qui est en train de naître dans cette partie de la région de l'Est. Mais ça n'enlève pas qu'il y a des textes du parti qu'il faut pouvoir respecter. Il y a des textes du parti si on veut changer les choses, il faut appeler le parti à tenir au moins un congrès. Mais le congrès ne se tient pas. Ça montre que dans le RDPC, les gens veulent s'exprimer. Oui. Ils veulent que les lignes bougent un peu. Ils ont marre de cette affaire comment on appelle, d'investiture, de discipline du parti, qui en même temps peut ressembler à une dictature du parti. Parce que vous avez vu Bikoro Allo à Ebolova être choisi par l'enveloppe de Yaoundé ou dans l'enveloppe de Yaoundé. Dans sa prise de parole, il vous dit que lui n'était pas préparé à proposer quelque chose. Il ne s'y attendait pas. Mais comme il est le choix du parti, il est là pour défendre le parti. C'est-à-dire qu'on allait se retrouver avec, à la tête de la région du Sud, quelqu'un qui n'a pas pensé à être président du conseil régional. C'est-à-dire qu'il n'a aucun projet. Aucun. C'est exactement cela. Donc cette formation politique doit songer urgemment à procéder à sa mue et à sa mutation et à s'inscrire sur le chemin
de la modernité. Bien évidemment, il y a cette vidéo qui tourne en boucle dans les réseaux sociaux. Une vidéo qui couvre de salissures et d'opprobre mon compatriote, le journaliste Ikoul, en service au journal numérique C'est Foot. Je vous le dis très souvent ici, le temps finira par révéler les vrais visages des naufrageurs de la démocratie et des propagateurs de la haine dans ce pays. Vous avez pris entièrement la gestion de l'équipe nationale de football. Concentrez-vous à ce qui est concorde, sérénité et harmonie, aussi bien à l'intérieur de cette équipe qu'autour de cette équipe. Malheureusement, les postures vindicatives, les positionnements d'exclusion sont en train de se sédimenter. On jette à la vindicte populaire un journaliste qui est pleinement dans l'exercice de sa fonction. Parce qu'il faut le dire, le journalisme, c'est aussi le côté court, le côté jardin, les non-dits, autour d'une équipe aussi puissante et majeure que les Lions Indomptables. Alors, le filmer, donner l'impression qu'il est en train de faire le pied de grue, qu'il est en train de commander, cela est risible pour ceux qui pensent verser le propre sur lui. Et cela est démonstratif du type de management en vigueur autour de cette équipe, l'exclusion. Si tu n'es pas avec nous, on t'exclut. Et vous pensez qu'avec ça, on pourra aller loin? Le vrai visage de ces gens sera étalé. D'accord. Vous avez voulu minimiser l'aura et la grandeur du ministre qui, par une hauteur salutaire, a fini par se détacher de cette saleté. Alors, nous sommes en train de vous regarder. Mon soutien intégral aux compatriotes et journalistes Ikoul. Je lui demande de ne pas baisser les bras. Moi, j'ai fait une réaction dans les forats pour dire qu'il est exactement dans l'exercice de ce monsieur. C'est ça le journaliste. Faire ce pied de grue, faire le guet, attendre la moindre opportunité, capter la moindre fuite d'informations. Il est dans son rôle. On cesse d'être journaliste et on devient communicateur. Quand on vous ouvre les portes, vous vous retrouvez dans la chambre des joueurs et on vous dit ce que vous devez dire. Vous n'êtes plus journaliste. C'est même passionnant. Je l'ai dit dans un groupe. C'est exactement ça le rêve du journaliste. Être là où l'affaire se passe et ne pas avoir le tapis rouge. Un journaliste qui se voit dresser le tapis rouge va être influencé parce qu'il dira seulement du bien de ceux qui ont déroulé le tapis rouge. Et il n'est plus dans son rôle. Ikoul n'est pas en train de demander à entrer dans la chambre des joueurs, d'aller faire copain-copain avec des joueurs. Aucunement. Il va dormir s'il le faut. Vous avez vu lorsqu'on annonçait le décès, par exemple, du pape. Des gens ont fait plus d'un mois camper, grimper sur les arbres, monter sur les échafaudages pour essayer de guetter, pour essayer de voir ce qui se passe. Qui entre, qui sort. Qui entre, qui sort, et ça relève de l'information. Si Ikoul observe que les joueurs sont sortis à 17h, il a filmé, il a envoyé l'image. Oui, que le Steam Press ne vienne pas le chasser. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il n'est pas là-bas pour autre chose que faire son travail. Et ça commence à ne plus être le bon travail parce que pendant que vous le chassez, quelqu'un d'autre est en train de faire son direct avec le téléphone, sans faire un reportage de reporter. Comment tu vas? Voilà le truc qui sort. Le groupe est désormais serein. On ne décrète pas la sérénité dans un groupe. Ça doit se vivre. Ça doit se ressentir. Ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une prescription que de dire que le groupe se porte bien parce qu'on a chassé Ikoul, parce qu'on a chassé le micro de Canal 2, parce qu'on a fait ci ou ça. Il n'y a pas des Camerounais pour ou contre l'équipe nationale. On est dans une bataille qui demande à ce que tout le monde, chacun fasse son travail à sa place. Maintenant, on est en train de montrer, Norbert Ebodé, aux joueurs que sachez qu'il y a des journalistes pour vous et des journalistes contre vous. Quand vous construisez cela, vous détruisez tout. C'est tout. Et c'est ça qui est dommage. C'est ce qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Non, on n'est pas... Quand l'équipe de France sort, ce n'est pas tous les applaudisseurs qui sont là. Il y a des gens qui vont relever la petite bête. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier. Qu'on puisse relever la petite bête, pas pour nuire, mais parce que c'est le métier du journaliste. Le train qui arrive en retard. Qu'on vous tape, qu'on ne vous tape pas, c'est ça la passion du journalisme. Pouvoir relever quand même qu'on a vu une incongruité, oui, ce n'est pas pour nuire, mais c'est peut-être pour qu'on améliore demain. Tous les grands changements de ce monde, tout le monde sait le Watergate, comme si c'était un conte, ou c'était le film de Titanic.
c'est des journalistes. Ouais. Aujourd'hui, les affaires, comme on l'appelle, Donald Trump qui porte plainte à BBC, tout ça, c'est le rôle des journalistes et ça fait bouger les lignes. Non, ben, on accueille Charles Sakwa. Naturellement. Bonjour Charles. Bonjour Jacques, bonjour à tous. C'est le temps de la revue de l'actualité. Ah, la SNI, ça existe encore. La Société nationale d'investissement n'a perçu que 376 milliards de francs de dividendes du secteur extractif en 2023. 376 millions de francs CFA. Ah d'accord, j'ai pas dit milliards. Et il y a justement de quoi choquer. C'est ce qu'indique en tout cas le dernier rapport de l'ITI, un montant identique à celui de l'année précédente. Ces revenus proviennent exclusivement de Simencam, dans laquelle la SNI détient 43% du capital. En revanche, les participations de la SNI dans Geovic Cameroun, le projet cobalt-nickel de Lomier et dans Sonara n'ont produit aucun dividende en 2023. Aucun flux financier indirect comme des prêts ou des garanties liés à des sociétés extractives n'a été enregistré. Ces chiffres mettent en évidence une stagnation des revenus issus des actifs extractifs malgré leur importance stratégique pour l'économie camerounaise, notamment dans le ciment, le cobalt-nickel et le pétrole. Cette situation interroge également sur le potentiel de valorisation et d'optimisation des participations publiques dans un secteur clé alors que l'État cherche à mobiliser davantage de ressources pour soutenir l'investissement et les politiques publiques. Et puis une enveloppe de 11 milliards de francs CFA pour moderniser le corridor Douala-N'Djamena. La première session ordinaire du Comité national de pilotage du projet pour l'amélioration et la performance du corridor Douala-N'Djamena s'est tenue ce jeudi à Yaoundé sous la présidence du ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibere. La rencontre a réuni les membres du comité ainsi que des partenaires financiers et techniques dont la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Le projet vise à moderniser les infrastructures ferroviaires et routières, fluidifier le trafic, notamment améliorer la sécurité et simplifier les procédures stratégiques, notamment au niveau du corridor, le long du corridor qui relie donc le Cameroun au Tchad à la République centrafricaine. Pour 2026, le plan de travail et le budget annuel a été fixé à 11 milliards 12 millions de francs CFA, soit 6,2% du financement global du projet, couvrant ainsi la réhabilitation de 238 km de voies ferrées, l'achat d'équipements de sécurité et la modernisation des plateformes rail-route, notamment en Gaoundéré, est également inclus. La Banque mondiale appuie le projet à hauteur de 181 milliards de francs CFA, confirmant l'importance du soutien international. Et puis cette innovation dans la ville de Douala, la cité capitale économique lance donc un projet de chasuble numérique pour sécuriser et réguler les mototaxis. Dans le cadre d'un projet soutenu par l'Union européenne, la communauté urbaine de Douala prévoit d'acquérir 20 000 chasubles numériques destinés aux conducteurs de motos. Ces gilets spéciaux seront équipés d'un code de paiement intégré, d'un code de QR et d'un identifiant professionnel permettant d'identifier facilement chaque conducteur et de suivre son activité. Les chasubles seront conçus pour être portés par-dessus les vêtements de travail avec une fermeture réglable et des poches pratiques pour le téléphone, les pièces d'identité ou les clés. La communauté urbaine privilégie la production locale, notamment pour le marquage des codes QR, tout en ouvrant l'appel d'offres aux entreprises européennes, offres donc qui seront constituées donc pour les entreprises européennes et internationales plus largement. L'objectif est de professionnaliser un secteur de mobilité où plus de 90% des conducteurs de mototaxi sont sans formation permis de conduire. Depuis juillet 2024, plus de 10 000 conducteurs ont déjà été enrôlés dans le cadre de cette initiative. On met une petite pause. Pourquoi vous réagissez mal quand on parle de modernisation et de chasubles numériques? Parce que nous sommes là en plein dans la distraction. Il y a des urgences, il y a des points qui devraient nécessiter la concentration et la mobilisation aussi bien des ressources humaines que financières de la mairie de la ville de Douala. Mais là, on est en train de formaliser un métier, entre guillemets, qui, au départ, n'est qu'un gagne-pain circonstanciel. On est en train de lui donner un statut de profession. Et je pense que c'est une incongruité. Parce qu'on se retrouve Bensikineur par pis-aller. Il faut le souligner. Alors,
Que pense le motoman de Nkwaba? Il va réagir tout à l'heure. Oui. C'est un métier par défaut. C'est un métier par défaut. Les Camerounais y vont. Ce sont de braves Camerounais, hein. C'est-à-dire que capés intellectuellement, physiquement, qui pourraient apporter leur contribution dans d'autres secteurs. Mais il me semble que vouloir structurer, construire... Le président l'a souhaité, hein, dans Oui. tout un discours officiel. Ils sont reconnus d'utilité publique. Non, à la vérité, il y a eu une récupération politicienne. Parce que les motomens, c'est d'abord une solidarité phénoménale. Deuxièmement, c'est une montée galopante en termes de nombre. Vous voyez, finalement, pour contrôler ce secteur, on ne devrait que se soumettre à leur volonté. Voilà pourquoi on a besoin des chasubles numériques Des pour chasubles, contrôler, pour sécuriser. Oui, pour sécuriser, mais davantage une escroquerie supplémentaire. Est-ce que ces chasubles seront distribués gratuitement? 20 000 en tout cas. Ah, On a 20 commandé 000 francs. 20 000 francs. Non, pas 20 000 francs. 20 000 chasubles. À 20 000 chasubles. À combien le prix? Non, ben L'unité. On avance. On modernise le secteur des mototaxis. Un peu plus. Jean, je vois de l'ironie dans votre question. Non, On a d'abord fait quoi? On a d'abord fait quoi avec le physique? Mon transporteur ce matin me rappelait que du côté de Mangué, on a raflé 30 motos ce matin. Donc, mais à Douala, on nous parle des chasubles numériques. Quand on fait des chasubles physiques, d'abord. est-ce qu'on arrive même à identifier même les motassements zone par zone? Parce que les mêmes sont reconnus d'utilité publique, mais quand il faut soupçonner un brigandage, c'est là-bas qu'on part rechercher. Toujours. Donc finalement, c'est comme c'est comme les bêtes de foire, décidément, avec cette histoire de chasubles on dit numériques. que ces chasubles numériques, c'est pour sécuriser et réguler le secteur des mototaxis. Non, c'est En trop un beau. clic, Et je on suis peut que déjà c'est savoir combien ils mon sont, bon où ils sont. vendeur de moto, c'est moto d'Afrique, quelque chose comme ça, qui est très inspiré. D'accord. Et il a embarqué Mbassadine. Mbassadine, les voilà. Vous voyez donc, vous avez donc une chaîne de compatriotes qui sont venus essorer On et est dans- neutraliser on est toute à la l'heure de région de l'intelligence. Ah, l'intelligence. On l'a vu quelques-uns dernièrement. Oui. Vous pouvez scanner Aucun vous impact. pouvez scanner le QR code étant derrière le moto-taximan et puis avoir un certain nombre d'informations. Bon, j'avoue, j'ai pas essayé. Ça m'a un peu... Dans tous les cas, nous verrons La bien à prochaine quoi. fois, il faut essayer. Oui. Il faut essayer. S'il y a le QR code dans le dos, sur le chasuble, il faut essayer. Oui, qu'on avance et on peut avancer. Donc, comme au niveau dans les universités d'État, vous nous dites que les étudiants auront désormais une assurance maladie. Les étudiants des universités publiques bénéficieront désormais d'une couverture maladie individuelle et contre les accidents. Ces garçons négatifs. Allons-y, Charles. Il s'agit effectivement d'une convention cadre qui a été signée à Yaoundé ce jeudi entre le ministère de l'Enseignement supérieur et un consortium d'assureurs. Dans un contexte marqué par une faible couverture sociale et un accès souvent difficile aux soins, ces décisions répondent à une réalité bien connue dans les campus, dans les étudiants exposés aux maladies, aux accidents et aux urgences médicales, sans toujours de moyens de se soigner. L'accord prévoit la prise en charge des soins dans les hôpitaux publics et formation sanitaire agréée, mais aussi l'amélioration des centres médicaux sociaux universitaires, longtemps confrontés à des limites techniques. Le financement de cette assurance repose sur un mécanisme partagé, 40% pris en charge par le ministère et 60% par chaque université d'État. Une démarche qui s'inscrit dans la vision gouvernementale de la couverture santé universelle et dans les directives présidentielles faisant de la jeunesse la priorité des priorités. C'est ce qu'indique en tout cas le ministre Jacques Famdongo. Reste désormais le défi de la mise en œuvre effective et équitable sur l'ensemble du territoire universitaire. Le 12h, c'est tout à l'heure avec l'ensemble de la rédaction centrale de Capital FM. On reviendra sur certains de ces sujets avec deux focus principalement ce vendredi. On ira bien évidemment du côté du Maroc avec la Coupe d'Afrique qui s'ouvre dimanche. On va tenter de planter les décors et essayer de comprendre qu'est-ce que propose le Maroc cette année et surtout quelles sont les chances du Cameroun dans cette compétition. On va interroger l'ambiance au sein de la tanière et puis le dossier portera naturellement sur les congés de Noël qui débutent officiellement ce vendredi. On va tenter de voir avec les établissements et surtout les parents d'élèves
qu'ils ont prévu pour ces 2 semaines à la maison avec toutes les dépenses qui sont annoncées. Merci Charles, rendez-vous à 12h. On n'aura pas de bulletin d'information, on a déjà le plein d'informations ce matin. Surtout une information commentée par les marcheurs de la capitale qui ne veulent pas saluer les innovations dans le secteur des mototaxis avec ces chasubles numériques qui vont sécuriser et réguler le secteur des mototaxis. On aura toutes les informations, qui est qui fait quoi, est-ce qu'il est père d'enfant, est-ce qu'il est marié, et ainsi de suite, dans ce secteur. On marche sur la capitale également, c'est avec nos partenaires et notre coup de cœur. Ce bon vieux Makossa sur la radio de la capitale, on marche sur la capitale. Alors, est-ce que les conseils régionaux ont droit à quelques excuses? On a entendu votre président de la littorale, Polycarpe Barlock, dire que ça n'a pas été facile les premières 5 années parce qu'il fallait mettre en place la structure, il fallait découvrir ça, faire ci ou ça, au point où le conseil régional n'a pas réussi à se déployer comme souhaité. Est-ce que vous pensez que ces excuses méritent d'être validées? Sont-elles recevables? Je tiens d'abord à dire que c'est un conseil régional d'abord dans l'ensemble illégitime. Pourquoi? Oui, parce qu'ils sont élus par les conseillers municipaux qui jouissent de la prorogation. Mais c'est en toute légalité, la prorogation. Non, j'ai dit illégitime. Oui, mais... Je n'ai pas dit illégal. Elle est encadrée, la prorogation. Illégitime. Maintenant, M. Banlock se plaint de quoi? Qu'a-t-il fait? Et qu'est-ce qu'il a initié? Il a eu 5 ans. S'il n'y avait pas de siège, en 5 ans, on construit un siège. Ça veut dire qu'ils sont venus dans les conseils, les conseils régionaux, sans programmation, sans plan. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font là-bas. Et ils demandent encore 5 ans aux pauvres Camerounais que nous sommes pour ne rien faire. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? D'abord, vous n'avez pas tous les transferts, vous n'avez pas le 15% de dotation prévue par la loi. On vous fait comme si c'était une faveur, quelques transferts. Le peu de moyens que vous avez, les 3 milliards, il faut bien être logé quelque part. Il faut mettre les mécaniques fonctionnelles, l'administration en place, les locaux, la logistique. Quand ils ont été élus, on les a orientés vers des bâtiments qui existaient. Et je crois que le conseil régional du littoral a eu la même faveur que le conseil régional du centre. Parce que le conseil du centre a travaillé. Ça veut dire, non, je parle au niveau des locaux. Être logé à la communauté urbaine. Donc ils ont eu pas gratis. Ils ont eu cette chance déjà. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, Jean-Jacques Zé. Mais ils ont eu cette chance qu'on les a trouvé les locaux. Donc il faut que, ok, comme vous êtes nouveau là, prenez le bâtiment vide là, allez là-bas à l'intérieur, occupez ce bâtiment. Maintenant, ils ont eu des budgets. On voyait 3 milliards, 4 milliards passer chaque année. C'est 3 milliards. Voilà. Déjà, dans le bilan, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont nous dire qu'ils sont en train de mettre en place, comme vous avez dit, la programmatique, la structuration, l'administration, le recrutement, tout ce qui va avec, les orientations, qui fait quoi, le job description. Mais je rappelle que tout ce travail-là se fait en 2 mois maximum. Comment ça, en 2 mois? 2 mois, pourquoi Jean Jazé? Pour installer une structure comme le conseil régional. Jean Jazé, non. 2 mois. Non, je ne parle pas du recrutement. Je parle déjà penser l'administration, les postes clés, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi, qui va faire quoi, le job description de chaque poste. A été attendu pendant de longs mois. Parce que même l'État du Cameroun aussi a faussé. Justement, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on lance un slogan et après on n'arrive pas à suivre. La question là, est-ce qu'on n'accuse pas à tort les conseils régionaux alors que l'État n'a pas fait tous les aménagements préalables nécessaires? Oui, on les accuse à tort peut-être dans la gestion administrative ou bien dans l'installation ou bien dans l'organigramme, dans la structuration du conseil régional. Mais si vous voyez que vous avez été mal loti, mal aimé, mal organisé ou bien mal géré, ne vous démissionnez. Mais si vous ne démissionnez pas et que vous êtes prêt, et que vous êtes prêt, ils sont des ouvriers. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour un poste? Ça veut dire que à ce poste-là, c'est une mission. Vous avez eu à avoir quelque chose entre les doigts. C'est pourquoi vous voyez que c'est un poste juteux. Et si c'est un poste juteux, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et s'il y a de l'argent, ça veut dire qu'on peut faire des choses. Même en 1 an, on peut faire parce qu'il y a de l'argent de ce côté, Jean-Jacques. Maintenant, vous comprendrez qu'un maire puisse faire grand chose en 5 ans, c'est possible. Jean-Jacques, un maire qui a son projet de société, un maire qui a une vision,
un mec qui a une programmation et quand il étale sa programmation à court, à moyen et à long terme, on va voir, même s'il ne réalise pas 100%, il va atteindre quand même 60% des réalisations qui seront en chantier. Les conseils régionaux n'ont rien trouvé du tout dans il n'y avait rien. Jean-Jacques, ce ne sont pas les jeunes premiers qui sont à la tête de ces conseils régionaux. Ils ne vont pas inventer en même temps les moyens. Vous avez un ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé qui est devenu président du conseil régional du centre. Oui. Je crois que lui n'a pas un problème de location. Il a même conçu un bâtiment avant même qu'il... C'est pas pour lui. Avant qu'il ne soit... Je ne suis pas sûr qu'il soit en location. C'est pas pour Gilbert Smegouna, c'était pour la communauté urbaine. Donc vous avez dans le littoral, pour les cas Malon, vous avez Waman Mbele à l'est qui a été également délégué du gouvernement. Qui a trouvé un bâtiment. Okay, donc, vraiment, et ils ont des bras longs comme qui diraient de jour comme de nuit. Non, c'est pas évident. Jean-Jacques, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Non, ils n'ont pas obtenu. C'est-à-dire qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent parce que... Actuellement, le conseil régional de l'Est a des bureaux annexes. C'est-à-dire qu'on a même transformé l'hôtel quelque part pour quand même loger 2 ou 3 choses, ainsi de suite. Même là où ils sont, ce n'est pas digne du conseil régional. Donc, on n'a pas trouvé quelque chose de prêt. Jean-Jacques, je ne saurais accorder les circonstances atténuantes, d'autant plus qu'il n'y a aucun quarantenaire, il n'y a aucun cinquantenaire parmi. C'est des gens qui ont chacun roulé sa bourse dans son domaine d'activité précis et qui peuvent ouvrir 2 ou 3 portes. Donc si en 5 ans, ils n'ont pas pu ouvrir, on va prendre les mêmes et recommencer, puisque peut-être à part la Damawa et le sud, les autres ont été reconduits. L'extrême nord a également changé. Voilà, peut-être 3 sur 10. Donc on a pris pratiquement les mêmes et on a recommencé. Ouais. On a fait, on a mis du 29 dans les vieilles autres. Donc moi je ne suis même pas sûr que dans les 5 prochaines années encore, on va s'attendre à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme un conflit de compétences entre les mairies, le conseil régional, le Sénat. Donc ça va, on ne sait pas qui fait quoi. Et aujourd'hui, c'est donc pas la faute des conseils régionaux s'il y a cette confusion. Jean-Jacques, on a le sentiment aujourd'hui que l'État a créé cet embrouille aujourd'hui pour partager le gâteau à ses loyaux serviteurs, entre guillemets. Parce que, et aujourd'hui même, quand vous qui êtes soit dans le protocole des grandes cérémonies, master de cérémonies et autres, vous voyez que même la présidence a un problème aujourd'hui. Qui vient avant qui? Est-ce le gouverneur? Est-ce le président du conseil régional? Est-ce le maire de la ville pour les communautés urbaines? Est-ce le maire de la localité? Ça va dans tous les sens. C'est le préfet, le sous-préfet. Donc c'est justement, on est dans un faisceau d'embrouillamini qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à questionner. Puis on nous a dit, et là on parlera de transfert de compétences, on nous a dit que non, ils pouvaient gérer l'éducation, ils pouvaient gérer la santé, mais ils vont vous dire qu'il n'y a pas eu le transfert de compétences. Non, s'il y a eu le transfert de compétences, il n'y a pas eu le transfert des ressources. Donc, est-ce qu'il y a eu ou pas? Il n'y en a pas eu suffisamment. Donc ça fait que parfois c'est à tête chercheuse que les transferts se font. Il faut le dire. Si vous n'avez pas le bon tuyau, si vous n'êtes pas Gilbert Timévouna, qui est le secrétaire, qui est le trésorier national du RDPC, pour avoir 10 milliards, 14 milliards, qui peut appeler qui il veut quand il veut, ça ne marche pas. Il ne faut donc pas que l'État fonctionne de cette manière. Si on a dit qu'on transfère, eh bien que le transfert soit automatique. C'est nous qui trouvons les explications aujourd'hui, parce que on a dit au Camerounais lambda que désormais ton fils qui a fait les nièges là, qui a fait l'ENS là, sera recruté par tel. N'attendez plus de Nalova. 5 ans plus tard, on leur dit que non, ils n'ont pas pu ouvrir leur porte et ainsi de suite. Maintenant, les gars ils ne savent même plus à quel sens. On se joue finalement des nobles Camerounais. On leur a dit que quand tu as ta petite maladie, là, tu vas te retourner vers lui, David Lobé, qui comprend bien les problèmes de son coin. Mais lui, David, lui, il revendique un V8, parce que tous se roulent carrosse en passant. Un V8. Oui. Tous revendiquent des salaires costauds. Mais le pauvre Camerounais, lui, bénéficie de quoi? C'est vrai, on va dire que c'est un scrutin indirect parce qu'il y a les conseillers municipaux d'un côté et les chefs traditionnels. Le pauvre chef traditionnel, ainsi bénéficie même des 50 000 qu'on lui a promis. Si. Tant mieux. Je voulais être rassuré. Là, j'ai 50 000. Mais maintenant, celui qui va élire le président du conseil régional a quel salaire? Rien. C'est un salaire 100 fois plus supérieur à celui du chef traditionnel qui lui a accordé son suffrage. Vous voulez qu'on paye les gens parce qu'ils ont choisi? Non, je ne dis pas qu'on leur donne l'argent pour ça, mais je dis que qu'on leur donne un salaire. Tout a été organisé de telle sorte que nous sommes dans cette embrouille
permanente où il y a des confusions de rôles, confusions de fonctions, on ne sait plus qui fait quoi. Georges va nous aider. Olistière qui suit de près, Baïn nous dit qu'il y a un bruit de fond désagréable qu'il faut gérer. Merci, on va vérifier tout cela, essayer de voir je connais le bruit pour bien. Pourrait avoir le voilà. Merci Olistière, merci d'être si attentif lorsque vous suivez le programme et de réagir directement sur la page Facebook, parce que vous êtes en direct également sur Facebook. Belle nous dit n'importe quoi. Quand on le voyait au stade avec les joueurs, on ne vous a pas vu dénoncer. Ce gars n'est pas des journalistes. Non, nous l'avons dénoncé. Lorsqu'il y avait cette affaire de tuer mon père. Nous l'avons dénoncé. Il faut souvent bien nous suivre. On avait fait venir juste le indomptable Bernard tout à sur ce plateau pour dire qui parle finalement au nom de la fédération. Nous dénonçons tout ce qui sort de... mais il ne faut pas qu'on soit dans une indignation sélective. Voilà, nous l'avons dénoncé. Ce n'est pas le rôle du journaliste d'aller faire copain-copain. Le rôle du journaliste, c'est d'observer, de noter, de relever. Ce qui a relevé, s'il peut arracher une interview, tant mieux. S'il ne peut pas, il se débrouille. Dans tous les cas, c'est aux médias. Attend de lui que quelque chose soit fait dans le traitement objectif de l'information. Tous ceux qui font copain-copain, que vous suivez sur les réseaux sociaux abondamment, et bien entendu, chacun est dans son rôle. Mais nous disons que l'encadrement de l'équipe nationale du Cameroun doit être rigoureux pour tous. Il n'y a pas les amis des journalistes, il n'y a pas les amis des joueurs dans la presse. Si vous érigez certains journalistes ou certains influenceurs ou blogueurs en amis des joueurs, on retombe dans les mêmes travers. C'est la même chose que vous refusez à Ekul, que vous accordez aux autres. Et le résultat risque d'être le même. Les journalistes ne le font pas. Il y a la zone de presse qu'il faut respecter. Les badges sont bien libellés. Il y a la main courante, badge fixe, badge mobile. Tout cela est bien indiqué. Chacun doit rester. Quand on dit heure d'entraînement ouvert à la presse, 15 minutes, la presse entre. 15 minutes, c'est fini. Vous sortez. Si on dit conférence de presse, vous venez, vous faites votre travail, vous repartez. Personne ne doit faire copain-copain, comme on le voit avec les amis de la fédération aujourd'hui, parce que les positions que les amis de la fédération occupent sont tout aussi problématiques que ce qu'on refuse à Ekul aujourd'hui. C'était pour répondre rapidement à Belle. Nous dénonçons, et sachez que nous, on n'a pas d'amis en la matière. Lorsqu'il faut dénoncer, on dénonce ouvertement et on assume ces différentes dénonciations. Arnaud Zouanke, je vous écoute depuis Charleroi en Belgique et le son n'est pas bon. Je crois qu'on va vraiment se mobiliser pour cela. C'est bon maintenant ? C'est promis, Charleroi. Non, Arnaud, depuis Charleroi en Belgique, c'est que vraiment... moi, je suis de Doumentan, donc je peux me tromper. Moi, je suis de Doumentan, donc toi, tu es à Charleroi là-bas. Essaie de vérifier encore si c'est bon, parce que la technique nous rassure maintenant que le son doit être de meilleure qualité. Pour que vous puissiez écouter royalement Capital FM depuis Yaoundé. On vous salue là-bas à Charleroi. Lui, David Lobet. Certains veulent des circonstances atténuantes parce que les premières 5 années des conseils régionaux, c'était pratiquement les gens qu'on a lâchés comme ça. Allez vous débrouiller, créer. Jean Jazé, il faut invoquer ici le principe de la causalité. Merci Arnaud. Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est le principe de causalité. À la tête de la région du littoral, on a mis un homme totalement en déphasage avec le rôle d'un conseil régional et surtout son impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations. À la faveur d'une réunion administrative d'évaluation, 2 ans après leur magistère, le gouverneur Dieudonné Iva Dubois s'était versé dans une colère bleue. Oui, on s'en souvient. Il avait estimé que les retards étaient si considérables et qu'il y avait comme un refus manifeste du conseil de se mettre au travail. D'ailleurs, c'est avec une honte patibulaire que les journaux avaient placardé que la région du littoral, notamment le conseil régional, était le dernier en termes d'exécution du PIB. Il y a donc un budget de 3 milliards alloué à ces conseils régionaux et il y a un ensemble de projets prioritaires qui sont énoncés. Dans le cas de la région du littoral, il y en avait 40. Sur les 40, 21 n'ont pas été exécutés. Le reste ont été achevés, d'autres se sont évaporés.
Mais ce que nous notons tous, c'est que les 3 milliards se sont volatilisés. Cela veut donc dire qu'on a mis à la tête de notre conseil régional des rapaces et des goinfres qui se sont servis avec une avidité sauvage des fonds publics mis à leur disposition. Mais est-ce que le gouverneur est fondamentalement dans son rôle? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est allé voir les difficultés du conseil régional? Qu'est-ce que vous faites de 3 milliards lorsque vous n'avez pas de logement? Je vois que lorsque vous êtes totalement perdu, il faut tout faire à zéro. Est-ce que le gouverneur est sincère lorsqu'il le dit? Le gouverneur... Le même président du conseil régional a été reconduit. Le gouverneur est sincère. Je pense qu'en amont, il y a cette critique acerbe qu'on peut formuler sur l'impréparation des conseils régionaux. Mais après coup, il faudrait qu'on admette que ceux qui sont choisis sont des personnes qui doivent être fertiles et fécondes en termes d'imagination et de créativité. Jean-Jacques Zé, on dit qu'on vous donne 3 milliards pour des budgets spécifiques. Vous pouvez avoir 1,5 milliard pour l'implantation et tout ce que ça peut comporter, le fonctionnement. Mais vous avez tout au moins 2,5 milliards ou 1 milliard pour construire ne serait-ce que ce qu'on appellerait trivialement un château d'eau dans une ville. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Je mets également ici sur la table du débat une problématique, c'est de la rémunération de ces gens. Parce que ces gens sont payés. Mais ils doivent être payés. Pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas être payés? Jean-Jacques Zé. Pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas être payés? Est-ce que c'est un problème? Et là, j'interpelle le manager rigoureux que vous êtes. Oui. Vous avez toujours été tenant de la thèse de la juste rétribution de vos collaborateurs au prorata du travail fourni. Ce n'est pas la base là-bas au conseil régional. Ce n'est pas la base. Ce n'est pas la base. On les rétribue sur la base de quoi? Ils ont droit à un salaire. Ils ont droit à un salaire, bien évidemment. Le fait d'avoir le salaire ne justifie pas ou ne condamne pas ci ou ça. Non, moi, je ne voulais pas qu'on paye aux gens un salaire indu. C'est-à-dire des gens viennent vadrouiller, errer, et on leur donne quelque chose. Non, cela est inadmissible. Maintenant, en fait, c'est quoi même le conseil régional? C'est le pan d'un gouvernement fédéral. Vous savez, on ne veut pas le mot fédéral. On est dans décentralisation. On est dans la décentralisation. C'est-à-dire que c'est ce conseil qui décide, qui statue, élabore et oriente les grandes lignes qui participent à l'avancée de la région. Il faut donc d'abord des techniciens. Des techniciens qui sont en phase avec les besoins ciblés des populations. Lorsqu'on parle des routes, il faudrait avoir fait le tour des 4 départements de la région du littoral. Il faudrait être allé dans le Nkam. Il faudrait être allé dans le Mongo. Alors, est-ce que le petit budget des conseils régionaux peut permettre de réaliser le travail? Si on avait accordé au CTD la dotation telle que prévue par le Code général de la décentralisation, peut-être que les choses changeraient. Le petit budget ne permet pas. Le petit budget ne le permet pas. Mais je refuse de leur accorder le bénéfice du doute ou des circonstances atténuantes parce que justement, face à ce petit budget, il y a, je dis, 2 ou 3 projets. Nous aurions voulu que M. Polika Banlop nous dise, moi avec 200 millions, voici ce que j'ai fait. J'ai procédé à la réhabilitation de l'école publique de Nkonsamba 3. J'ai amélioré l'adduction d'eau potable dans les villages ou dans les zones de Mbanga, de Mélon. J'ai ouvert une rubrique en termes de rémunération mensuelle des professeurs vacataires dans les écoles de tel dans le CAM. Vous voyez, c'est-à-dire que ne serait-ce que nous présenter un bilan qui nous montre de la volonté et du volontarisme. D'accord. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En termes de bilan, est-ce qu'on a eu le temps même d'écouter le bilan des uns des autres? Pas. Dans le centre, le conseil régional se vante d'avoir conçu un lycée technique à Yoko, entre autres travaux réalisés. Dans la région de l'Est, on a vu les tables bancs, les salles de classe construites dans les lycées techniques et autres, quelques reprofilages de quelques axes routiers. Mais comme les mairies, les conseils régionaux se plaignent de ne pas avoir les moyens
nécessaires. Maintenant, ce qu'il faut dire, et on va arriver là-dessus sur cette deuxième phase, en rappelant que le téléphone est ouvert, n'hésitez pas, au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16, au 6 93 62 38 28, au 6 76 78 06 53. Est-ce qu'on a des circonstances atténuantes à accorder aux conseils régionaux? Hector Abia est déjà calé. Bonjour Hector. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue sur On marche sur la capitale. Merci, bonjour à Norbert Boudet, bonjour Hector. Louis David. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Béa. Le président national de Waste Solution and Management qui fait dans l'environnement. Mais la question vous est posée, est-ce qu'on peut accorder des circonstances atténuantes aux conseils régionaux? Jean-Jacques Zéguia, je vous ai dit oui, nous devons leur accorder des circonstances atténuantes. Aujourd'hui, je rappelle tout à l'heure, non, aujourd'hui je continue avec mon oui. D'accord. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler du budget de 3 milliards. Oui. Mais 3 milliards, c'est extrêmement petit pour une région. Absolument, je suis d'accord. Parce que hier, vous avez vu, durant l'émission, nous avons essayé de définir le champ d'action du conseil régional. Oui. Entre la construction d'établissements secondaires, entre la prise en charge des enseignants, entre le développement du tourisme. Et aussi, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que cette première idée avait la charge de créer le statut du conseil régional. Oui. Donc, créer les différents offices, essayer de travailler avec les élus locaux qui eux-mêmes voyaient le conseil régional comme une structure antagoniste à leur exercice sur le terrain. Donc, nous sommes donc là à une préparation due à ce que le Sénat fait depuis plus de 2 mandatures. Parce que c'est le Sénat qui aurait pu, qui aurait pas pu, qui aurait dû faire en sorte que la mise en place des conseils régionaux prévue depuis 2004 soit véritablement effective pour faciliter la tâche à ceux-là dans l'exercice de leurs fonctions. Mais le Sénat n'a rien dit jusqu'à présent. Et le Sénat n'a rien fait. Tout ce qui arrive pour le cas des régions, il dit seulement adopte. Tout ce qui est passé à l'Assemblée nationale. Donc, le véritable problème, c'est l'impréparation de le statut du conseil régional. D'accord. Et le manque d'action et d'activité du Sénat. Si on peut tirer sur les conseils régionaux, on devait d'abord commencer par tirer sur le Sénat qui était censé préparer le CPD au chapeau qui est le conseil régional. D'accord, Hector. Parce que normalement, c'est le Sénat qui devait définir juridiquement, faire en sorte que les lois soient votées pour que le conseil régional, en arrivant, soit véritablement ce chapeau qui vienne embellir, qui vienne encadrer la décentralisation. Ça, c'est clair. Merci, Hector. Et on se retrouve donc. OK. Merci Hector pour cette contribution. La première, il peut toujours revenir au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16. Peut-on accorder des circonstances atténuantes aux conseils régionaux qui disent que la première mandature n'a pas été facile, ils n'ont pas pu travailler et il a fallu mettre en place la structure organisationnelle telle que Hector le dit et il est clair là-dessus. On doit d'abord regarder ceux qui n'ont pas fait le travail. L'État par rapport aux aménagements nécessaires, le Sénat, qui est la chambre du Parlement, qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Jean-Jacques Béa, moi j'ai une petite expérience avec le conseil régional, après la mise en place, je suis allé où j'ai proposé des solutions marketing et autres, sachant justement que les conseils régionaux sont appelés à innover, ils doivent organiser par exemple des foires, ainsi de suite, créer des industries, créer ci ou ça, et puis après plus d'un an, de mise en place des conseils régionaux, la réponse était claire. On ne sait pas où loger votre proposition parce qu'on attend toujours les organigrammes qui doivent venir du ministère de la fonction publique à la réforme administrative, notamment le secrétariat permanent à la réforme administrative qui devait proposer l'organigramme type des conseils régionaux. C'est-à-dire que plus d'un an après la mise en place du conseil régional, on n'avait pas déjà les organigrammes de ce côté-là. Il y a eu les lenteurs au niveau de l'État quand même. Lenteur voulu. Dans son discours, a demandé qu'on commence à nouveau à recruter à l'école normale. On a
demandé à arrêter ça. Il s'est rendu compte que on avait trompé. On l'avait carrément trompé parce que quand il s'est rendu compte des demandes qui venaient des enfants qui se plaignaient, il a demandé qu'on commence à recruter rapidement. C'est pour montrer que Jean Jazé, j'ai aimé la sortie de M. Hector, oui, où il parle du Sénat. Parce qu'il faut dire que le CTD s'appuie généralement sur le Sénat. C'est-à-dire que le CTD s'appuie sur le Sénat et le Sénat a un rôle de la mise en place, de suivi, tout ce qui va avec. Mais lorsque le Sénat, lui, a servi pendant deux mandatures... Qui sont les sénateurs? C'est pas Jean-Jacques Béat, c'est pas Norbert Baudet. À applaudir, à acclamer. On voit donc qu'aujourd'hui, il y a un problème. Lorsqu'on parlait même des sites, aujourd'hui, au conseil régional, qui construit le site du conseil régional, ils prennent l'argent où pour le construire? Ça, on ne dit pas. Ils vont prendre en plein compte. Donc, nous sommes partis encore pour 5 ans. C'est vrai, on tire sur eux parce que, bon, mais nous sommes partis encore sur 5 ans. Mais si le Sénat lui-même est SDF, voilà. Le Sénat qui est censé défendre les collectivités, lui-même n'a pas de locaux. C'est là donc. Ils viennent maintenant d'aller s'installer au Conseil économique et social. C'est là qui a construit également un immeuble qui ne lui sert à rien. Plus de combien de millions? Non, monsieur Ayant a légué un beau bâtiment à la postérité. Après 41 ans. Il voyait grand. Oui, il voyait grand. Selon ça, le véritable problème où aujourd'hui on passe le temps à questionner qui fait quoi, qui va faire quoi, qui va résoudre quel problème et comment va-t-on s'en sortir. Parce qu'on arrive à un niveau où vous vous retrouvez en porte-à-faux d'abord avec Madame Nalova Longa. Parce qu'on vous dit que c'est vous qui devez recruter à enseignement secondaire. C'est Madame Nalova Longa qui doit faire des affectations. À un moment donné, on commence à demander qui va faire quoi et qui va faire quoi à quel niveau et comment tout le jeu va se passer. Parce que lorsqu'on regarde le budget de l'enseignement secondaire, on se dit waouh. Et quand on regarde les budgets alloués au niveau des collectivités, donc au niveau des conseils régionaux, on se dit mais avec quelles ressources ils vont pouvoir recruter et payer les enseignants. S'ils recrutent les enseignants et que il ne faut pas dire que non, vos enseignants recrutés là ne sont pas capés pour être... Vous savez, à un moment donné, Jean Jazé, on se perd en conjecture parce qu'on part dans tous les côtés, on essaie de réfléchir, on tourne la roue, on prend à gauche, on prend à droite, on revient toujours au même point. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Cette décentralisation voulue qui aujourd'hui même est bloquée parce que l'ordre du transfert